très nombreux amis de Giono, ceux dont il souhaitait qu'on parle ce matin, c'est-à-dire Lucien Jacques, Eugène Martel, Maxime Girieux, Pierre Berger et Bernard Buffet. Tout choix est forcément arbitraire, mais celui-ci est évidemment particulièrement significatif. Même s'il est certain que bien d'autres séances de ce type auraient été envisageables. Parmi les écrivains, on pourrait évidemment parler, je dirais d'abord, d'André Gide, à qui Giono écrit en avril 1934 « Il n'existe peut-être qu'un seul très grand sentiment, c'est l'amitié ». Mais aussi d'Henri Miller, à qui Giono confie en octobre 1945 « Je ne cesse de penser à votre solide amitié et chaque jour renforce la mienne ». On aurait parler aussi de Samivelle, de Jean Proal, de Georges Navel, d'Henri Pourrat, de Tite Monnier, etc., etc. Parmi les peintres, on pourrait évoquer Carzou, Yvan Braillère, Édith Berger, Pierre Ambrogiani et beaucoup d'autres, et déjà bien sûr Lucien Jacques, Eugène Martel et Bernard Buffet. Donc il y a toujours eu énormément de peintres parmi les amis de Giono, au-delà du niveau purement professionnel, je dirais. On pourrait parler aussi de musiciens, de Honegger et Darius Milhaud, de photographes, de cinéastes, de Pagnol, évidemment. Mais tous, ou d'anonymes Manosquin ou d'autres aussi, donc, mais tous sont de vrais amis, dans la vraie vie, mais il faudrait quand même se méfier de certains qui se revendiquent amis de Giono, on en connaît, on en rencontre, et qui me font penser à moi un petit peu aux amis de Facebook d'aujourd'hui, donc des amis bon, quand même relativement distants. Voilà. On va commencer par, ça va de soi, Lucien Jacques, le plus ancien, le plus fidèle, le plus présent des amis de Giono. Et c'est Sylvie Giono, Jacques Michel, Sylvie Geste qui vont nous en parler, et Gérard Amoudric sera leur lecteur. Et voilà un échange épistolaire qui constitue finalement une correspondance de 40 ans entre Lucien Jacques et Jean Giono. Une sympathie entre Lucien et Jean s'installe. Puis, les lettres ne leur suffisent plus. Ils souhaitent se rencontrer. La rencontre se fait en 1924. Au fil des moments partagés ensemble, l'amitié se tisse entre les deux hommes. C'est une amitié complète, avec ses joies et ses peines. Écoutons maintenant cette conversation, constituée d'extraits de lettres, de réflexions notées sur des petits bouts de papier, souvent pour Lucien Jacques, ou extraits du journal de Jean Giono. Gérard pour les mots de Jean, et Sylvie pour les mots de Lucien. Peu de mes poèmes, j'en suis sûr, auront le même avantage que celui qui vous a fait m'écrire. Aucun ne m'apportera autant de bénéfices. Vous y êtes, Giono, votre voie est trouvée, et que les dieux que vous aimez, et qui vous le rendent en eau magique, vous accompagnent, et que me voilà fier d'être votre ami. Votre venue a été pour moi un grand bien et m'a révélé de belles choses. Vous êtes un charmeur, mon cher Jacques, et nous vous attendons sans faute pour cet été. Vous en êtes un autre, de charmeur, cher Giono. Ma journée de dimanche me demeure présente. Nous sommes désormais très proches. Vous ne pouvez imaginer, cher Jacques, combien nous serons bien ici avec vous et Girieux. Il est si rare d'avoir un seul ami, et j'en ai deux. Il est vrai que sans partage, vous formez à vous deux l'ami. Mon affection ne va pas à chacun par moitié, mais tout entière est à chacun. Girieux a décidé qu'on simplifierait le protocole et qu'on se dirait tu au lieu de vous. Pour nous aussi, il me semble. C'est maintenant une affection tellement fraternelle qui nous unit que le vous est peut-être de trop, n'est-ce pas? Tout
affectueuses caresses de la maison. De toute façon, si tu es encore là, seul pour la Noël, nous comptons sur toi. C'est une fête de famille, il est normal que tu y sois. Mon cher Jean, tu ne saurais tout le bien que tu m'as fait en venant. Je me sens comme après un bon bain. Il y avait des tas de grâces et d'aigreurs qui s'étaient installés dans les replis de moi, dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Et maintenant, je me sens tout propre, tout net, tout neuf. Et que tu dois sentir que malgré tant d'amitié certaine, je suis très seule. C'est une promenade qui a été très importante pour nous, sans qu'il ne se soit passé rien d'important. Nous sommes partis pour aller voir des fresques qui se trouvaient au château de Pradines. C'est la banalité la plus totale, sinon deux hommes qui se promènent dans le soleil d'une admirable matinée. C'est tout ce qui s'est passé. Et pour nous, chaque fois que nous en parlons avec Lucien, nous trouvons des résonances intérieures. Pour nous, cette journée a été très enrichissante. Nous avons été très unis de marcher ensemble du même pas, dans des lieux qui nous plaisent. 20 stèles de Gide. Le grand nombre et lui, Gide lui-même, sont farouchement égoïstes. Et si tu faiblissais momentanément, un tant soit peu, tu les verrais se détacher de toi avec le même entrain qu'ils sont venus à toi. Ils se servent de toi, sous toutes sortes de formes. Sers-toi d'eux. Cher vieux Jacques, j'ai besoin d'une lettre de toi. Je traverse une crise morale très pénible. J'essaye de me reprendre en main, puis je perds les étriers et le bridon. Faut-il, mon pauvre vieux, que ça aille mal, pour que tu cries ainsi ta faim d'affection et d'aide? La première, tu l'as, et depuis longtemps, et tout entière. Jean, cher Jean, tu n'es pas un de mes amis, tu es l'ami, le plus que frère. Aide, dis-moi ce en quoi je peux t'aider, et je serai fait. Tranquillise-toi, mon vieux Jacques, il a suffi que j'appelle vers toi pour être guéri. Ce n'est pas une scène que je te fais, ma vieille branche. C'est un regret que j'exprime et un regret plein de peine. Ce que l'on peut ressentir et exprimer quand on n'a pas été compris de son meilleur ami. J'en pleurerai, mon vieux. Je ne t'en veux pas, mais je suis très triste. Mais ne promets rien que tu ne puisses tenir. Il ne faut pas que tu restes dans cet état. Prenons, je t'en prie, une bonne fois pour toutes, la décision de savoir ce que tu as et forçons-nous de te guérir. D'après les dernières feuilles de température, c'est l'acheminement général vers la convalescence. Et rappelez-vous qu'il y a à Saint-Paul tout un appartement en plein midi, au tiède soleil de la Côte d'Azur, et qu'il est à vous comme à moi. Votre Manosque, avec ses épidémies, me fait trembler pour vous l'hiver. Plus un agglomérat de pituites, de narines enchiffrenées, de cervelets en marmelade. Nous avons réagi, réagissons chaque jour et réagirons encore de façon différente devant certains faits. Et quoi faire d'autre? Et faut-il pour cela se priver d'amitié? Allons, c'est de la blague. Maintenant, mon vieux, sauf si le hasard nous met face à face, ou si tu fais effort, nous avons peu de chances de nous croiser. Après plus de 20 ans, c'est triste. C'est toi qui l'auras voulu. Je t'embrasse. Vieux lapin. Ce n'est pas très bon, vieux lapin. Alors je vais t'appeler jeune lapin désormais. Et je t'embrasse sur tes deux oreilles. Nouille lubrique. Je me réjouis d'avance de voir Élise dans l'atmosphère de l'école et d'embrasser les joues paumées de Sylvie, les joues pures d'Aline et les tiennes de joues. À bientôt, je vous serre tous sur mes pectoraux. Pour moi, Lucien Jacques, je n'en parle jamais. Pour moi, Lucien Jacques, je ne le prononce pas. Pour moi, c'est Cacoun. Cacoun, très tôt, très jeune, quand il est entré dans la famille, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas à prononcer le oncle. Aline l'appelait oncle, puisqu'on l'avait intégré dans la famille. Parce que pour nous, on ne parlait pas d'amitié, c'était beaucoup plus fort que ça. C'était beaucoup plus fort que l'amitié. Alors, je trouve que même, pour moi, c'est réducteur. Alors, je m'excuse si au lieu de Lucien, quand j'en parlerai, je dirai Cacoun. Alors, j'ai essayé d'essayer de voir comment ces deux hommes avaient pu se rapprocher très vite
Et j'ai tout de suite fait une petite liste de leurs points communs qui apparaît dès le début. Quand ils ont fait connaissance, ce qui les a rapprochés, c'est qu'ils étaient fils de cordonniers, comme tu es fils de cordonnier aussi. C'est pour ça que ton père a fait partie du trio amical. Et ils ne sont jamais fils d'artisans, ils ne sont jamais, ton père non plus, ne sont jamais devenus des bourgeois. Ils sont restés artisans de leur art finalement. L'un et l'autre détestaient les honneurs. Quand des personnes arrivaient et leur faisaient des tas de compliments, il y avait un petit sourire ironique de l'un à l'autre d'ailleurs, ils s'amusaient beaucoup, parce que pour eux ça avait peu d'importance. Ce qui était important, c'était de travailler, de faire un bon travail d'artisan, comme je disais. Papa était très fier de son père cordonnier, et il voulait être un artisan de la littérature comme son père était artisan cordonnier. Ils ont été rapprochés, se sont rapprochés d'ailleurs par leurs idées, puisqu'ils étaient tous les deux pacifistes. Ils avaient fait la guerre de 14 tous les deux, entrés en guerre deuxième classe, sortis de la guerre deuxième classe. Ils n'ont pas essayé ni l'un ni l'autre de franchir les échelons pour essayer de se mettre d'ailleurs un petit peu à l'abri de cette guerre atroce. Ils avaient un caractère gai, et ça c'était passionnant, parce que dès que Lucien Jacques arrivait à la maison, d'ailleurs on a pu le constater avec toutes les plaisanteries qu'il faisait, ce qu'ils aimaient surtout, c'était de faire des jeux de mots, mais alors au niveau de l'almanach Vermeau, vous savez, les annales les plus bas de gamme qui soient. Au petit déjeuner, oui, quand on se réunissait déjà au petit déjeuner, il y en avait un, je me souviens d'une seule anecdote. Un jour, c'est Lucien descendu en disant « Oh, monsieur et madame Sisson ont un fils, ils viennent d'avoir un fils, combien l'ont-ils appelé ?» Alors mon père a dit « Marceau Sisson. » Et tout le monde se bidonnait pour des trucs aussi ridicules que ça. Mais vraiment. Et ils adoraient les déguisements, l'un et l'autre. D'ailleurs, on les voit sur des photographies. Et là, une autre anecdote grâce à Lucien. On se retrouvait généralement, la première réunion c'était à midi, au moment du repas. Mon père ne m'interrogeait jamais sur ce que j'avais fait à l'école, ni au collège. Finalement, ça l'intéressait peu. L'essentiel, c'est que je sois heureuse dans ce que je faisais. Pour lui, c'était l'essentiel. Alors, Lucien, par contre, m'interrogeait. Et alors, il me demande alors si lui, ce matin, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Je lui ai dit, écoute, c'est pas drôle, franchement. Je me suis ennuyée parce qu'on avait un cours de français et c'était polyocte. J'ai dit, tu sais, c'est vraiment pas gai, polyocte. Il me dit, comment? Mais tu n'aimes pas polyocte? On était à table et le voilà qui se dresse et il sort. Alors, on avait l'habitude, on a attendu pour savoir ce qui allait se passer. Et brusquement, la porte de la salle à manger s'est ouverte. On avait arrivé Lucien, avec le béret sur la tête comme toi, mais complètement déshabillé, entouré de son drap de lit. Il était pieds nus. Alors bien sûr, sur les maillons froids, donc on l'avait arrivé avec les pieds retroussés comme ça pour essayer de toucher le moins possible le sol. Il a ouvert la porte et il nous a récité d'un seul coup la tirade de Polyocte. Et en entier. Tout le monde s'est vraiment réjoui autour de la table. Et après, j'ai trouvé que Polyocte était quand même beaucoup plus réjouissant que ce que mon professeur de français nous en disait. C'était comme ça pratiquement, je dirais pas tous les jours, mais tellement habituel que c'était une véritable pièce de théâtre qu'on avait perpétuelle. On s'amusait terriblement avec les deux. Et encore une autre anecdote, parce que finalement, c'est... mon père était le voyageur immobile. Mon père était une stature assez, je dirais, un peu épaisse, un peu lourde, avec les pieds très enfoncés sur le sol. Et c'était un père de famille, enraciné dans Manosque, disait-il, le voyageur immobile, ce qu'il était vraiment. L'inverse, Lucien Jacques, c'était un elfe.
C'était un elfe qui avait fait de la danse avec Isadora Duncan. Il était d'une légèreté, il était fin, filiforme, de taille. Et c'était un voyageur. C'est lui qui nous amenait la fraîcheur venant de l'extérieur, puisque nous ne bougeons pas. Et quand il faisait de temps en temps, il avait besoin d'argent, quand il n'était pas chez nous à profiter de la maison, quand il était fauché. Donc quand il avait fait quelques aquarelles, il faisait des expositions. Et un jour, Henri Flucher, qui passait, lui dit qu'il allait lui proposer d'organiser une exposition en Angleterre et à Oxford. Alors là, tu n'es pas d'accord, tu me dis que c'est pas Oxford. Alors, il en a fait à Oxford, il en a fait deux, grâce Oui. à Henri Flucher. Voilà. Mais l'anecdote du smoking que tu vas nous raconter, c'est pas Oxford, c'est au Leicester Gallery à Londres. Voilà. Enfin, pour moi, c'était Quand il était chez Sullivan, l'acteur qui a joué pour Agatha Christie, etc. Ah, d'accord. Donc, cette proposition a bien sûr fait plaisir à Capoun. Et Flucher lui a envoyé une lettre en lui disant: écoute, Lucien, quand même, faire une exposition en Angleterre, c'est quand même très important. Il y a, les Anglais aiment bien que le premier jour de l'ouverture de l'exposition, tu sois là, tu reçoives les gens, et il faudrait, si possible, que tu aies un smoking. Alors là, le smoking, bien sûr, ni du côté de mon père, ni du côté de Capoun, il y avait le smoking. Alors, Lucien cherche dans ses affaires et finit par trouver un vieux costume noir dont la veste lui allait encore, puisqu'il était toujours très filiforme, il avait gardé sa forme de jeunesse, mais le pantalon laissait à désirer. Quand il l'a enfilé, on s'est rendu compte qu'il était terriblement mité et qu'on voyait la jambe à travers les trous quand il se déplaçait. Alors c'était quand même un peu gênant, et pas question de Capoun d'acheter quoi que ce soit pour aller en Angleterre. Non, non. Il avait trouvé un costume noir, donc le costume suffirait. Alors il a trouvé une astuce. Il s'est dit, bon, ben, écoute, de toute façon, c'était à l'automne, je crois, qu'il a fait cette exposition. Le costume était assez léger, il a dit, je vais mettre un caleçon sous le pantalon, un caleçon blanc, et puis il a demandé à papa, il a dit, voilà, je vais mettre mon pantalon, tu regardes à l'endroit où il y a les trous et tu me mets une marque. Et à l'endroit où il y avait la marque, il a pris la peinture et il a peint en noir, de façon que quand il mettait son pantalon, on ne voyait pas le blanc à travers. Et c'est comme ça qu'il est allé inaugurer son exposition, qui a très bien marché, et il s'en foutait royalement. Il a trouvé que c'était très sympathique comme ça, et papa d'ailleurs a abondé dans son sens en lui disant, mais tu es très bien comme ça, tu n'as pas besoin d'acheter autre chose. C'est un petit peu ce que mon père a fait quand il a eu le prix littéraire de Monaco, et le grand chambellan de Monaco est venu lui dire qu'il y avait quand même un cérémonial à observer et qu'il faudrait que mon père ait un smoking pour être présenté au prince. Et là, papa était rentré dans une colère terrible. Il a dit, je n'ai pas de smoking, il n'est pas question que j'ai un smoking pour être présenté au prince. Et là, c'est grâce à Pagnol qui lui a dit, ne t'inquiète pas, j'ai un costume, je te passerai un de mes costumes. Et c'est comme ça que les photos que l'on voit, où on voit mon père toucher la main du prince de Monaco, avec un costume sombre, c'est le costume qui appartient à Marcel Pagnol. Voilà. Donc il se retrouvait comme ça, avec les mêmes idées, les mêmes amusements. Mais c'est pour ça que c'était beaucoup plus de l'amitié. Pour moi, c'était, quand je les voyais ensemble, c'était comme deux amandons d'une même amande. Il y avait une espèce de fusion, et ça jaillissait. Papa, quand Lucien arrivait, c'était la seule fois où il s'arrêtait d'écrire. Il posait son porte-plume, il quittait son bureau, Lucien était là, Capoun était arrivé, il n'était pas question de travail à ce moment-là. Et surtout, dès qu'il arrivait, j'entendais papa qui disait « Oh là là, attention à mes livres, il faut que je protège mes livres. » Parce que
dès que Cacoun arrivait dans son bureau, il disait « Ah, alors, est-ce que tu as des livres nouveaux ?» Il commençait à toucher dans sa bibliothèque, il en prenait un, il commençait de lire, et si par hasard, l'heure arrivait midi, l'heure du dîner, et comme on les appelait pour passer à table, Lucien prenait son mégot bien mâchouillé et il le mettait pour marquer la page et refermer le livre. Et papa le traitait, il disait espèce de salopard. Alors, dès que Lucien arrivait, la première chose que papa faisait, c'est de prendre des livres les plus précieux et de les cacher un peu, de façon à ce que Cacoun ne les trouve pas. Voilà, mais c'était une atmosphère tellement gaie. Pour nous, quand il arrivait, c'était le bonheur le plus total. Il faisait partie de la famille. C'est pour ça que pour moi, l'amitié, j'en entends parler, mais c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. En dehors de ce que raconte Sylvie et que Lucien faisait partie de la famille, quand il l'a découvert, ils avaient quand même une formation identique au niveau littéraire, c'est-à-dire Jean par ses lectures, l'Énéide, etc., et Lucien par sa pratique, puisqu'il avait été à l'Académia de Raymond Duncan et qu'en 1910, il vivait déjà en chlamyde et en sandales, comme les Duncan, et en communauté. Et donc il avait étudié aussi tous les classiques grecs et latins. Quand ils sont retrouvés, le même numéro de la Criée, il y a un poème de Lucien et un poème de Jean qui sont de même source. Donc je pense que ça a été un titre pour tous les deux. Quelqu'un qui avait les mêmes connaissances d'origine. Et Lucien était tellement sûr du génie qu'il venait de découvrir, qu'il s'est adressé à un de ses amis, qui était Maxime Gérieux, qui lui avait Michel en parlera après, qui lui était prof de littérature, donc avait une formation que Lucien n'avait pas, pour qu'il le confirme les qualités qu'il trouvait dans ce qu'écrivait Giono. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais pour revenir à leur amitié, je dirais que, bon, après beaucoup d'analyses, Lucien, il a eu deux amours dans sa vie. De l'amitié extrême, c'est Isadora Duncan et Jacques Giono. Je vous lis, c'est très court, une lettre qu'envoie Lucien à Jean, c'est un extrait, en septembre 27, à la mort d'Isadora. Vois un peu la chère et grande Isadora que je devais rejoindre. Quelle étrange mort, après quelle vie étrange. Pour un peu, on croirait assister à un fragment de l'histoire des Atrides. Je suis tout bouleversé de cette mort d'une grande amie, d'une grande artiste. Ah Jean, comme tu aurais eu du plaisir à l'avoir dansée. Elle était en danse l'équivalent de Whitman en poésie, avec je ne sais quoi d'attique qui ne se trouve pas dans le poète qu'elle aimait et qui était sa Bible. Donc cette correspondance entre les deux, je pense que Lucien l'a pensé toute sa vie. Vraiment, ils se complétaient totalement. Il n'y avait jamais de discussion entre eux. Et quand ils se sont fâchés, effectivement, tu l'as dit, ils se sont fâchés quelquefois, mais il suffisait, ils étaient très orgueilleux, l'un et l'autre, très fiers. C'était difficile pour eux de revenir en arrière. Mais il suffisait que l'un des deux ait besoin de l'autre. Et l'autre arrivait immédiatement et toute fâcherie était effacée. L'amitié, c'était plus que... On ne se sacrifiait pas, mais on était là pour aider. L'amitié la plus totale.
Mais moi, je ne peux pas, disons que j'ai rarement vu, à part dans des vernissages, j'ai rarement vu Jeanne et Lucien en même temps. Quand je venais chez Jeanne, c'était le jeudi, quand il n'y avait pas classe, c'était très rare que Lucien y soit. Et donc après, je voyais beaucoup Lucien à Gréoux, mais Jeanne n'était pas là. Je crois, donc je peux guère en parler de leur complicité, etc., par rapport à Sylvie qui a vécu avec eux. Ah oui, mais j'ai le souvenir, donc c'était en 58, je crois. Oui. J'étais en 5e au collège ici, et pour une fois, je ne sais pas, j'étais au Paris, et il est arrivé, Lucien et mon père. Voir jeune homme dans le bureau, et les discussions commencent. Mon père discutait beaucoup. C'était un communiste rigide, et ils ont commencé à parler de la guerre d'Algérie. Et avec Lucien, on était en retrait, je ne sais pas, on regardait des livres. Et le temps a commencé à monter entre Jacques Giono et mon père. Et ça montait de plus en plus haut. Et à un moment donné, mon père dit ah, je ne te croyais pas si con. Oh, ça va. Il me prend par la main et hop, on descend l'escalier. Et Lucien arrive à toute pompe avant qu'on s'en aille. Et il calme les choses. Il dit mais non, non, tu n'as pas compris. Il faisait une étude de caractère. On est remonté, puis ça s'est arrêté là. Elisabeth Jean-Mazel, donc, n'était pas née quand Martel est décédée. Mais ses parents, elle, l'ont évidemment bien connue. Chaque fois, avec Jacques Mény, différents lecteurs, et Elisabeth Jean-Mazel qui nous apportait des tableaux. Des lettres de Martel à Giono. Des lettres sans réponse. Car certaines archives du peintre, dont celles concernant Giono, malheureusement, ont disparu lors d'une crue d'un affluent du Rhône. Mais il se fait qu'un important lot de lettres reçues par Giono, dont beaucoup de Martel précisément, ont été acquises récemment par l'association et ont permis la réalisation de ce volume hors série de la revue sur l'amitié entre les deux hommes. Jacques m'avait d'ailleurs raconté que ces lettres ont sans doute été confiées par Giono, qui manquait souvent de place chez lui, à Pierre Berger et Bernard Buffet, quand ils habitaient Reillanne au début des années 50. Ils les ont sans doute laissés sur place quand ils ont déménagé, et ils ont fini par aboutir dans une maison de vente. Nous n'allons bien sûr pas nous attarder ici sur la vie de Martel avant qu'il rencontre Giono. Sa biographie détaillée figure dans la revue. Sachez seulement que, né en 1869 au Revès du Bion, il a fréquenté à Paris, à l'École nationale des beaux-arts, l'atelier du célèbre peintre Gustave Moreau, de 1891 à 1898, moment où il décide de rentrer dans son village natal. Sur cette photo, prise vers 1894, Martel est désigné par le numéro 4. Je crois qu'on voit quand même suffisamment bien. Il est entouré de ses camarades Matisse, Rouault, Bussy et bien d'autres au Revès du Bion, lors d'une rencontre du comte Adour, on ne sait pas exactement quand, mais sans doute en 1935. Voilà ce que le peintre écrit en janvier 1931 dans une très longue lettre à son ami Maxime Gillieu, dont Jackie a déjà parlé et dont on reparlera tout à l'heure. Gillieu qui était aussi l'ami de Giono. Le jour de notre rencontre fut un beau jour pour moi. Je ne comptais plus agrandir le cercle de mes amis d'une recrue de cet ordre. Jeune enthousiasme, incomparable fraîcheur d'esprit,
et un cœur d'or. Sa vue réconforte le vieux désabusé que je suis et va jusqu'à m'infuser un regain de jeunesse inespéré. Le vent éparpille le bruit des clochettes comme des gouttes d'eau. Ces simples mots, situés comme ils le sont, font vivre une sensation du plus subtil impressionnisme. Et le livre en foisonne. Tantôt, Martel séjourne chez les Giono à Manosque, comme on l'a dit tout à l'heure. Tantôt, Giono passe un ou plusieurs jours au revers du Bion. C'est le cas en juin 1933. Un dimanche, Charles Martel, le neveu d'Eugène, notaire à Sceaux et très bon photographe, les accompagne en voiture jusqu'à l'Avenne de la Servie. On voit, sur une des photos qu'il a prises ce jour-là, Léon Morel, Eugène Martel et Giono au bord du gouffre. Giono a raconté cette promenade dans un texte qui figure dans le recueil Provence. C'est pour nous l'occasion de lui donner la parole aujourd'hui, comme on l'a fait le plus souvent possible dans le volume, puisque ses réponses, on les a perdues complètement. En un rien de temps, on s'est décidé pour aller cet après-midi voir l'Avenne de la Servie, un gouffre près de la petite Pélissière. En même temps, sur la route, Martel me montra le grand chêne de Bournas. La route, c'est d'abord la route, mais après, on tourne à gauche dans des chemins à peine tracés. Les genêts raclent le dessous de la voiture, les ajoncs griffent les portières, l'auto éternue dans de petits soubresauts de terre où elle se balance comme un bateau. L'Avenne de la Servie est une sorte de bouche noire au ras du plateau, sans barrière, sans indication, cachée derrière des buissons. Certaines toiles emblématiques marqueront les esprits des visiteurs et deviendront, je cite, les mots d'ordre d'une grande fraternité de l'espérance dans l'homme, comme le dira Giono dans la lettre qu'il écrira en 1937 à Léon Blum, afin d'obtenir une aide financière pour le peintre. Un contadourien anonyme décrit dans les cahiers du Contadour sa découverte de ce portrait en mars 1937. Il y a du nouveau chez Martel. Sur le mur du fond, nous aimions regarder les mouvants dessins de la mère de l'artiste. Il n'y est plus. Remplacé par une toile claire qui fixe les regards et déclenche une admiration unanime. Elle représente un visage étonnant de vieux paysan. Avec amour et sobriété, elle est peinte dans des tonalités blondes, ivoirines, que nous ne sommes pas accoutumés de trouver chez notre ami. Le portrait de mon père, dit Martel, qui nous trouve massés devant. Il date depuis plus de 30 ans. De 30 ans? D'hier? Il est de toujours. Nous sentons là, soudain, que par cette simple et pure effigie, Martel a justifié et son sol et lui-même. Chef-d'œuvre sacré cochon d'homme. Le 4 mars, Giono, Martel, pour la première fois, parle de finir. Le 9 mars, Martel, je serai obligé de revenir à Manosque pour terminer le portrait de Giono, que je vais malencontreusement délaisser après-demain pour une huitaine, les époux Giono s'abstentant pour une huitaine. Peut-être ne sera-ce pas un mal pour le tableau, avec lequel une lutte sans merci s'éternise et épuise mes dernières forces. Je pense cependant peindre Giono assez éloquemment. Il paraît lui-même satisfait du résultat. Mais pour moi, il ne s'agit pas encore du résultat, celui-ci demeurant encore sous le caprice des dieux. Je languis de terminer. Je ne puis plus tenir Giono sous l'obligation de poser tous les jours. Ça me devient tout simplement odieux. Cependant, il ne me montre aucun signe d'impatience.
pour qualifier la fin de cette amitié qui dura 15 ans, Martel est mort en 1947, nous voudrions pour terminer souligner un double étonnement de notre part, Elisabeth et moi. D'abord, l'étonnement de constater dans sa dernière lettre de 1946 que Martel a lu attentivement pour saluer Melville de Giono, texte de 1941, pourtant bien éloigné de Regain ou du Chant du Monde, qu'il avait beaucoup aimé jadis. La mémoire n'en retient rien, mais tout ce qui y est dit m'est devenu familier et me charme de plus en plus. J'ai promis d'être brève, donc ce sera un rapide aperçu de cette amitié entre Giono, Buffet et Pierre Berger. Le 16 juin 1950, deux jeunes gens frappent à la porte du Paraïs en ce début d'après-midi. Bernard Buffet va avoir 22 ans. Pierre Berger a à peine 20 ans. Il séjourne à Séguret dans le Vaucluse, non loin de Vaison-la-Romaine, une maison prêtée par le marchand de tableaux de Bernard. Pierre Berger dira plus tard qu'il voue une admiration folle à Jean Giono. Ils avaient téléphoné pour savoir si Jean pouvait les recevoir au Paraïs. La réponse est rapide, tout de suite. Jean Giono leur dit de venir au Paraïs. Bernard Buffet admire lui aussi l'écrivain. Par son frère Claude, pendant la guerre, il ne faut pas oublier son âge, il a lu les livres de Giono déjà publiés. En 1950, Buffet est déjà un peintre reconnu. Depuis 1946, il participe à plusieurs salons avec grand succès à Paris. L'État vient d'acquérir en 1947 une grande toile pour un musée. Il touche des mensualités confortables de la part de son marchand de tableaux et donc ils sont partis découvrir la Provence. Pour ce nordique, où il a beau être né à Paris, il est d'origine du Nord, ce fut une découverte extraordinaire. Pierre Berger, lui, a quitté La Rochelle pour conquérir Paris. Il y a toujours un côté un peu rastignac chez Pierre. Il est arrivé en 1948. Il travaille dans une librairie, rue de Seine, livres anciens, tenus par Richard Anacréon. Très vite, il se mêle au milieu littéraire parisien. Il correspondait lui aussi, comme mon père Claude, avec Giono. Car il avait créé déjà, je pense à La Rochelle, une revue, La Patrie mondiale. Il l'avait créée en 1900, donc c'est à Paris, puisque c'est en 1949. Il était admirateur et membre fort actif du mouvement des citoyens du monde, fondé par Gareth Davis en 1948. C'est très important pour l'approche avec Giono, qui lui aussi reconnaît ce mouvement. Il était donc admirateur et membre de ce mouvement des citoyens du monde. Ce dernier, Davis, avait demandé, c'est un peu utopique aujourd'hui, la création d'un gouvernement mondial. Et d'ailleurs, ce mouvement est quand même très sérieusement suivi par Gide, par Camus, Einstein, André Breton et d'autres. Notons que Davis est un ancien pilote de l'armée qui a été brillant pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, vous retrouvez tout ce mouvement. Le frère de Bernard, lui aussi pacifiste, qui se retrouvera malgré tout à Berlin en 1945, Claude avait une correspondance avec Jean Giono depuis un petit peu avant la guerre. Mais plus réservé, il n'aurait jamais osé ni téléphoner, ni envisager qu'il puisse frapper à la porte du grand homme. Le voyage à Manosque, pour ces jeunes gens, est le voyage, la quête vers celui qu'ils admirent. Il y a un côté gourou presque, en fin de compte, avec Giono. Enfin, ils arrivent au Paraïs. Vous connaissez d'ailleurs peut-être tous l'anecdote, mais bon, elle est tellement jolie que je vais la répéter. Ils arrivent au Paraïs
Ils vont en chair et en os leur grand homme, et l'après-midi se passe à Paris. Vers 5 heures, ils veulent prendre congé car l'autocar pour Séguret les attend, et Giono va leur dire « Il n'en est pas question, vous restez à la maison, j'ai un bastidon, vous logerez là, ce soir vous dînez avec nous, on verra plus tard. » Ce plus tard a duré plus d'une année. Ils s'installeront au Bastidon. Aujourd'hui, le Bastidon est détruit. C'était un pavillon, Sylvie vous le dira, hérité du grand-père. Il y a 2 pièces. Et donc, très vite, tout de suite, Bernard va installer, va clouer ses toiles et travailler. Car la région, il aime cette région tout de suite. Alors, il y a une petite énigme, peut-être quelqu'un, peut-être Sylvie, peut-être Christian, tu pourras me dire. Il y a quand même une énigme, c'est que dans les premiers jours de leur rencontre, si Bernard se met à peindre tout de suite, Giono écrit à Gallimard en lui disant « J'ai rencontré un jeune homme, attends, quel est le texte exact, un jeune écrivain plein de talent à qui je confie le soin d'écrire ma biographie. Je lui remettrai tous mes documents. » Ça reste quand même pour moi une énigme parce que Pierre, à part cette revue pacifiste, il n'avait rien publié. Comment? Je pense qu'il y a un côté un peu rusé de la part de Giono vers Gallimard. Il y a un côté billard à 3 bandes. Alors je ne sais pas exactement, il faudrait éclaircir cette histoire. Non, mais il voulait que Pierre... Oui, mais la rencontre, c'est au bout de quelques jours, donc... C'est pas étonnant de la part. C'est pas étonnant, mais bon, voilà. Et il lui confie, d'ailleurs comme il confiera plus tard, aussi son journal à mon père, il confie à Pierre tous les documents et tout. Mais je pense qu'il y a une petite fille, par rapport à Gallimard, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup. Donc, Pierre et Bernard s'installent au Bastidon. Très vite, le frère de Bernard, Claude, et son épouse Simone vont venir aussi à Manosque. Très vite, ils sont intégrés dans cette belle amitié. Eux logeaient à l'hôtel Pascal et passaient beaucoup d'après-midi. Giono leur lisait ce qu'il était en train d'écrire. Il y a eu d'abord le Hussard, les 2 pages du Hussard, puis d'autres textes. Donc, ils sont si heureux à Manosque que Aline, Bernard et Jean, au Paraïs. Voilà, les garçons et Jean, les petits. On ne peut pas penser à la Tipite de Reguin. Quand le courrier de Banon passe à Vachères, c'est toujours dans les midis, parce que la ferme se trouve sur la route. Giono aimait beaucoup cette maison. Il aimait y venir seul ou avec Lucien Jacques, ou le dimanche avec Élise. Et nous y avons passé un merveilleux Noël ainsi que de belles fêtes de Pâques. Chose assez rare, Giono est admis dans l'atelier du peintre et le regard de peintre. Ce sont tous les deux taiseux qui se comprennent parfaitement. C'est annonce que les toiles de Horreur de la guerre ont été peintes en 1954. L'exposition aura lieu en 1955 et je peux dire que Giono a énormément aimé cette exposition. Je me souviens très bien de Giono dans l'atelier à cette période. Il a d'ailleurs préfacé un très beau texte, le numéro 1 de la revue Parenthèse, dirigé par Pierre Berger en février 1955, qui était consacré à cette exposition. Il y a un échange très fort entre ces 3 hommes. D'un côté, Giono, avec une grande confiance, leur lit ses travaux d'écriture, et en même temps, Bernard lui montre ce qu'il peint. Pierre, écrivant un peu moins, il y a moins de participation pour cela. Dans les cahiers de l'artisan, Lucien Jacques publie un texte de Berger sur Buffet, avec cette remarque très juste. Le peintre admirait chez l'écrivain ces étonnantes effusions lyriques,
alors que Giono cherchait peut-être chez le peintre l'austérité dont il avait besoin. À propos de l'inspiration, Giono a écrit à Pierre Berger, comme vous le savez à cette époque, il lui faisait lire régulièrement les 2 pages. Et à propos de l'inspiration, Giono lui écrit « Mon père était cordonnier, et si à la fin de la semaine, quand ma mère venait lui demander des sous, il avait répondu « Je n'avais pas l'inspiration pour ressommer les chaussures. Tu aurais vu la tête de ma mère. » Bernard était en accord avec cela. On se met, c'est lui qui parle, on se met devant une toile et on peint, parce que l'on doit peindre. Il peignait quoi qu'il arrive, parce que c'était son métier. Dans les jours s'en vont, je demeure, Berger écrit, en parlant de Giono, il aimait son vieil ami Lucien Jacques, son cousin Sergio Fiorio. À moi, il avait écrit « Tu es le seul que j'aime comme un fils et comme mon meilleur ami. Ce que je lui dois est indicible. Il fut mon mentor, mon ami, mon guide. Son amitié fut tellement attentive pendant toutes ces années. » Giono gardait dans son portefeuille la dernière lettre de Pierre concernant l'iris de Suse, qu'il avait tellement aimé. Et voilà, c'est ainsi que ce 16 juin 1950 s'est nouée une bonne amitié, une grosse amitié entre ces jeunes gens et Jean Giono, sans oublier bien sûr Élise, Aline et Sylvie. Voilà, ça c'est la première image où il y a le lycée Félix Esclandon. Vous savez que c'était le collège de Manosque qui a été détruit pour construire un lycée avec un architecte du Nord qui avait exposé toute la verrière, bien sûr, au sud. Ce qui fait qu'on avait très très chaud dans ce lycée. Là, il s'agit maintenant, disons, de l'année 1959, c'est-à-dire c'est l'année du bac. J'ai essayé de retrouver la photo, c'est mon gendre qui est allé la chercher sur Internet, je ne savais même pas qu'elle existait sur Internet. C'est la photo de ma classe, donc je me suis mis en gros, moi, parce que, bon, c'est de moi qu'on parle aujourd'hui. À côté, pour savoir la tête que j'avais lorsque je suis allé, quand Giono a accepté de me recevoir. Et j'étais en réalité à Manosque depuis l'année 1954. Ma mère était institutrice, elle a été nommée à Manosque, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Manosque. Mais je ne suis pas né à Manosque, contrairement à ma femme. Bon, alors ceci dit, on va passer à la deuxième photo. J'habitais au 2 boulevard Denis Valveran, chez Monsieur Molinier. Ceux qui connaissent Manosque savent que ça donne sur la montée des richesses, et de ma maison, j'apercevais le jardin du Paraïs. Monsieur Molinier était un compagnon charpentier à la retraite qui s'essayait dans la poésie. Il venait faire, disons, corriger ses poèmes chez ma mère, qui était sa locataire, et il connaissait très bien Jean Giono. Ma mère était lectrice, bien sûr, de Jean Giono. Donc, moi qui étais au lycée, qui n'entendais pas tellement parler de Jean Giono, d'ailleurs dans Manosque, je n'entendais pas dire que du bien de Jean Giono, je voulais absolument aller voir ce monsieur. Mais j'étais très intimidé, bien sûr, je n'osais pas trop y aller. Alors c'est Jean Molinier qui m'a dit non, il faut y aller l'après-midi, parce que le matin il travaille, et puis pas à l'heure de la sieste, un petit peu plus tard, et à ce moment-là, tu verras, tu seras très bien reçu. Bon, j'ai été quand même inquiet. Alors, on va passer à la photo suivante, et vous allez voir sur la photo suivante des gens qui ont aussi hésité à aller voir Jean Giono. Vous vous souvenez de l'année dernière, voilà, José Bové qui vous a dit qu'il était passé à Manosque, mais qui n'avait pas osé taper à la porte de Jean Giono. Et puis il y avait aussi le philosophe donc Thierry Paco, qui raconte aussi qu'il est passé à Manosque et qui a écrit plusieurs livres, dont L'Art de la sieste, qui était tout à fait d'actualité à Manosque. Et il a fait sa sieste près du Mont d'Or, mais il n'a pas osé taper. Mais je crois qu'après il est venu visiter le Paraïs, Thierry Paco, puisque je crois que c'est Sylvie Giono qui lui a fait visiter le Paraïs. Finalement, il est rentré quand même. Bon, on va passer à l'image suivante. L'image suivante concerne ma visite donc chez Giono en 1959. Alors voilà comment ça s'est passé. J'étais passé plusieurs fois le long du canal sans oser, j'ai fait des repérages.
Et puis un jour, quand même, je me suis décidé, l'après-midi, j'ai tapé à la porte et j'ai été reçu par Madame Giono, qui m'a pas posé de questions. Elle m'a dit: ah, mais vous voulez voir Jean, ben, écoutez, prenez les escaliers, montez, mais tapez à la porte et puis dites qui vous êtes avant de rentrer. C'est ce que j'ai fait. Et Jean Giono, qui était encore à sa table de travail, m'a dit: mais assieds-toi tout de suite là sur un canapé, je termine 2 choses et j'arrive. Et là, j'ai su par la suite qu'ils étaient le manuscrit de Le désastre de Pavie. Alors je dois dire que j'ai apprécié beaucoup de livres de Jean Giono, mais Le désastre de Pavie, j'ai eu un peu de mal à le lire. Mais c'était quand même important, disons, de me retrouver là, parce que je m'attendais à ce qu'il me pose des questions. Il ne m'a pas posé tellement de questions, il m'a surtout parlé un peu de son travail, et ensuite, sachant que j'étais au collège de Manosque, comme il disait, que je faisais des études d'italien, il m'a dit: ben, tu reviens quand tu veux. Alors bon, je ne voulais pas, bien sûr, on va passer l'image suivante, je ne vais pas le déranger constamment. Et il se trouve que après, je suis allé à la faculté d'Aix-en-Provence où j'ai fait des études d'italien. Alors là, j'ai créé un petit journal qui s'appelait Il Pappagallo pour la section d'italien. Et du coup, comme on parlait bien sûr du programme d'italien, mais aussi de bien d'autres choses dans ce petit journal, je l'ai montré à Jean Giono. Et ça l'amusait beaucoup, et il me donnait son avis, en me donnant des conseils, ce que je devais dire dans ce petit journal. Et voilà comment on a aussi pris, pour les italianisants, vous reconnaîtrez Giuseppe Ungaretti. Bon, là, l'image suivante. Alors, l'image suivante, c'était pour vous dire aussi qu'on ne parlait pas que littérature avec Jean Giono. Et c'est ça, c'est ce qui m'a le plus formé d'ailleurs. Bon, j'avais lu bien sûr les livres de Giono, mais pas tous, mais j'en avais lu quand même certains. On parlait beaucoup de la construction de Cadarache. Alors, vous savez que Jean Giono avait pris position contre l'installation du centre nucléaire de Cadarache. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui avec Hitler, le pauvre. Mais nous aussi, on était contre, bien sûr, cette installation, on était contre le nucléaire. Et c'était aussi pour ça que les gens de Manosque n'aimaient pas trop Giono, parce qu'ils pensaient que Cadarache, on leur avait fait plein de promesses, que ça allait leur donner beaucoup d'emplois, etc., sans parler des dangers, bien sûr. Ensuite, on passe l'autre image, et on parlait aussi, avec Jean Giono, des missiles du plateau d'Albion. Alors j'ai entendu l'autre jour qu'il y avait un monsieur d'Albion, je ne sais pas si dans ce texte on a parlé aussi des missiles du plateau d'Albion, mais c'était un sujet important à l'époque, puisque c'était des missiles stationnaires, et qui étaient très faciles d'accès pour n'importe quelle autre puissance nucléaire. D'ailleurs, ils les ont enlevés aujourd'hui, ils avaient prévu dans les sous-sols de faire une université, mais j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été faite. Ensuite, il y a encore une image, on parlait aussi avec Jean Giono. Alors tout à l'heure, Jackie en a parlé de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'était un sujet parce que nous manifestions, nous, à Aix-en-Provence, bien sûr pour la paix en Algérie, et on se heurtait bien sûr aux gens de la faculté de droit qui, eux, étaient pour l'Algérie française. Et j'en parlais justement avec Jean Giono, ça l'intéressait de savoir ce qui se disait à Aix-en-Provence dans le milieu étudiant. Alors, passe l'image suivante. Alors, en 1965, je suis envoyé en Italie comme lecteur dans un lycée, comme ça se faisait beaucoup pour le diplôme d'études supérieures, etc. Et là, j'avais un ami, parce que j'avais déjà fait plusieurs voyages en Italie, et j'avais un ami qui s'appelait Antonio Bevilacqua, qui avait créé cette revue qui s'appelle La Sonda, et il avait bombardé quelques amis à lui, rédacteurs en chef ou rédacteurs. Bon, moi j'étais le rédacteur en France, et j'étais chargé d'aller rencontrer des artistes. Donc j'ai fait vous voyez ici un peintre à gauche, André Clodo, qui est un peintre de Dijon, qui a aujourd'hui beaucoup de notoriété. Ensuite, Serge Furiot, on avait fait aussi une couverture sur Serge Furiot. Une autre image, on avait fait aussi un sujet sur Edgar Melik. Alors la question qui s'est posée avec Edgar Melik, qui est à Cabriès, c'est est-ce qu'il y a eu une correspondance entre Edgar Melik, qui a son musée maintenant, et Jean Giono. Alors les gens qui sont occupés du musée de Edgar Melik ont cherché ces correspondances, je ne sais pas s'ils en ont trouvé. Ils m'avaient posé la question. Moi, à l'époque, j'étais jeune, vous voyez que Edgar Melik était un personnage absolument incroyable, donc ça m'avait beaucoup impressionné. On va passer à l'image suivante.
Alors là, il y a un autre peintre, Michel Pourteyron, qui habitait à Jouques. Et là, j'étais allé le rencontrer, justement, pour faire un entretien avec lui. Et il me dit, ah, mais Jean Giono a fait une présentation de mon exposition. Alors j'ai dit, oui, mais je ne sais pas si Jean Giono accepterait de publier dans notre petite revue de la Sonda. Alors je suis allé demander l'autorisation à Jean Giono, toujours bienveillant, toujours à l'écoute de tout ce que disaient les jeunes, ce qui m'étonnait beaucoup d'ailleurs, parce qu'il avait la porte ouverte facile, il aimait en parler, et il me dit, ah, mais pas de problème, oui, mais volontiers, vous n'avez qu'à publier mon texte dans votre petite revue. Et du coup, nous l'avons traduit aussi en italien, étant donné qu'on avait des lecteurs franco-italiens, anglo, etc. Voilà. L'image suivante. Alors, en 1966, je suis envoyé en Sicile, et là, je travaille, alors là, c'est encore un autre diplôme pour l'italien, sur un écrivain qui s'appelle Vitaliano Brancati, qui est connu, qui est intéressant parce qu'ils étaient des premiers ouvrages fascistes, et ensuite les autres ouvrages étaient antifascistes. Donc, ça intéressait beaucoup mes professeurs à Aix-en-Provence, et j'ai travaillé, moi, sur, bien sûr, son itinéraire. Il était mort jeune, il était mort à l'âge de 50 ans, et j'ai surtout traduit le livre qui s'appelait Don Giovanni in Sicilia, qui est un livre justement qui correspond un peu à sa période antifasciste. Donc ce livre, bon, je ne vous raconterai pas les histoires de la publication parce que ma traduction n'est jamais parue, pour différentes raisons de guerre entre des éditeurs, mais ce livre a été mis au programme de l'agrégation italien. Et ceci, il l'avait fait un peu parce que les professeurs d'Aix-en-Provence, il n'y avait pas beaucoup de garçons, il y avait surtout des filles, voulaient favoriser les garçons, ils voulaient me mettre mon auteur au programme de l'agrégation, pensant que j'allais passer l'agrégation, mais j'ai fait un peu comme Aline, je me suis sauvé, et parce que quand j'ai vu que c'était tellement difficile l'agrégation, je me suis sauvé faire un autre métier. Oui, je suis à... parce que après j'ai quitté justement Manosque dans les années 67, je me suis retrouvé à travailler à Paris et ensuite en Afrique pendant plusieurs années, notamment au Niger, et c'est là-bas à Niamey que j'ai appris malheureusement le décès de Jean Giono, ce qui nous a beaucoup attristés et malheureusement on ne pouvait pas venir assister à ses obsèques, mais ma mère a pu y aller, et puis d'autres personnes de Manosque que je connaissais bien sûr. Alors on va passer à l'image suivante. Voilà, alors donc en 2013, on est resté quand même très fidèle aux idées de Jean Giono. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le pacifisme de Jean Giono, son antimilitarisme. On a parlé tout à l'heure des Citoyens du Monde. Nous avons notre association qui est dans le local des Citoyens du Monde, et on est bien sûr tous Citoyens du Monde. Voilà, alors il y a eu la réédition justement des écrits pacifistes, ce qui nous a beaucoup satisfait quand on avait fait d'ailleurs une demande à un représentant des éditions Gallimard lorsqu'il était passé aux rencontres, et un an ou deux après, il y a eu la réédition des écrits pacifistes. Je vous remercie, on passe à la suivante. Alors, 2014, donc, là on voit réapparaître bien sûr des gens qu'on connaît bien, notamment Jacques Mény, et puisque là on en avait parlé avec Jacques Mény, il y avait eu une première rencontre sur la guerre la Grande Guerre de 14-18, et je disais toujours à Jacques Mény, mais il faudrait quand même qu'on parle un peu du pacifisme. Ça avait été déjà évoqué, mais je voulais qu'on en parle davantage, parce que je sais que c'était toujours un sujet tabou, surtout aussi parmi les Manosquins, et en même temps, d'ailleurs, il y avait beaucoup de rumeurs qui étaient sur Jean Giono, qui étaient complètement infondées. Alors là, je crois que vous reconnaissez un peu tout le monde, donc je ne vais pas décrire. Et on avait pu justement faire venir là plusieurs personnes qui parlaient justement ceux qui avaient écrit, soit qui parlaient du pacifisme. Alors on va passer à l'image suivante. Alors là, c'est en 2016 au Paraïs, et là on voit réapparaître Pierre Berger. Alors Pierre Berger, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que je suis allé lui poser des questions sur le pacifisme de Giono, parce que tout le monde a dit, eh ben non, après la Deuxième Guerre mondiale, Giono n'était plus pacifiste.
ce qui était, à mon avis, totalement faux. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait confirmer par Pierre Berger et aussi par Sylvie Giono. Et on a fait une émission de radio, justement, sur ce thème, et même Pierre Berger me disait, ah oui, mais moi, vous pensez, je suis aussi propriétaire de toute la collection de Sébastien Faure, alors vous imaginez bien que je suis un grand pacifiste. Je ne sais pas s'il avait un peu évolué en cours de route, hein, mais bon. Alors voilà, on a donc une autre image. Bon, alors là, bien sûr, l'exposition au MUSEM en 2019, on a fait poser les principaux organisateurs devant la reproduction d'un tableau de Lucien Jacques, hein, qui était la famille Giono. Image suivante. Alors, ce qui était important, qui m'a beaucoup plu d'ailleurs dans cette exposition, c'est d'une part, bon là j'ai surtout passé je reparle du pacifisme, mais enfin tous les documents inédits qui sont sortis sur la période contestée de Jean Giono, en apportant tous les documents qui avaient été déclassifiés et qui étaient très intéressants. Donc pour nous c'était important, pour nous les pacifistes. Moi, comme je participe à quelques revues pacifistes, bien sûr, j'en ai parlé dans nos journaux. Ensuite, ce qui nous a beaucoup impressionné, alors l'image suivante, c'est bien sûr la salle qui était dédiée à Bernard Buffet. Ça, c'était une salle impressionnante, on pouvait y passer des heures, on n'osait même plus en sortir, et c'était vraiment le passage le plus intéressant, disons, au niveau mise en scène. Alors, on avait beaucoup contesté la mise en scène de l'entrée par le boyau avec la mitraillette dirigée sur nous, on avait trouvé ça d'un très très mauvais goût, mais par contre, quand on arrivait dans cette salle, on était quand même réconciliés avec l'esprit de Jean Giono. Je ne sais pas s'il aurait aimé la mitraillette dirigée sur les gens qui rentraient dans l'expo. Enfin, ça, c'est autre chose. Bon, image suivante. Alors, là, vous voyez que Jacques Mény, avec qui nous avons beaucoup parlé de cette période, finalement m'avait demandé des renseignements sur l'entre-deux-guerres, puisqu'il disait, puisque toi tu connais beaucoup les histoires de pacifisme, est-ce que Jean Giono faisait partie de telle association, les combattants de la paix, etc. etc. Bon, je lui ai donné quelques renseignements, j'en ai pris à des gens qui étaient encore plus informés que moi, auprès d'historiens, pour essayer d'informer Jacques Mény. Et Jacques Mény a consacré carrément 100 pages, alors justement, dans le numéro de 2020, sur la période 39-45 de Jean Giono. Et là, je crois que ceux qui l'auront lu, enfin, auront compris que Jean Giono, accusé par des gens de Manosque de collaborateurs, ne l'était absolument pas. Voilà, on va passer à l'image suivante. Alors là, c'est beaucoup plus récent, hein, c'est 2021, ce sont les dernières rencontres Jean Giono, avec un autre objecteur de conscience qui s'appelle José Bové, comme vous le savez. Et puis là, on a encore parlé, du coup, il nous a raconté encore un peu toute son histoire sur justement son passage à Manosque, sa lutte du Larzac contre l'armée. Maintenant, il a accepté que la Légion étrangère s'installe au Larzac, ce qui a outré les gens du Larzac. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. On en a reparlé avec José Bové, il a des excuses. Enfin bon, il a été parlementaire, maintenant c'est difficile. Et ensuite, une autre image, je crois que ce sera la dernière. Voilà, c'était donc à Chambon-sur-Lignon, en 2022. Nous avions annoncé dans notre petit journal qui s'appelle l'Union pacifiste et dans le local des citoyens du monde, à Paris, dans le 13e arrondissement, et on avait annoncé justement encore la conférence de Jacques Mény, sur les figures de la paix. Donc Jean Giono est toujours considéré comme un pacifiste important. Il a avec d'autres, bien sûr Louis Lecoing, qui a eu toute une histoire qu'il faudra raconter avec Louis Lecoing. D'ailleurs, Jacques Mény en parle beaucoup dans son article. Et ensuite, comme vous le savez, aussi Bernard Clavel, qui avait beaucoup de succès dans ses livres, mais dont les attitudes, chaque fois qu'il exprimait ses sentiments
antimilitariste sur un plateau, parce que chaque fois qu'on allait, on lui demandait d'aller faire la promotion de son livre, ce qu'il n'aimait absolument pas, il se débrouillait toujours pour placer un couplet sur l'antimilitarisme. Et dans un pays comme la France, qui malheureusement est très militarisé, qui est une des seules démocraties où il y a des défilés militaires pour la fête nationale, un peu dans toutes les villes, hein, pas qu'à Paris, eh bien, c'était très difficile. Donc Bernard Clavel n'était pas très bien perçu. Et je comprends pourquoi aussi Jean Giono, certains lui en voulaient. Bon, nous étions des admirateurs de Jean Giono, non seulement pour son œuvre, et je souligne tout ce qui a été dit par les universitaires, parce que les universitaires ont fait des études très poussées sur son œuvre, mais aussi pour ses attitudes politiques. Et moi, c'est surtout ces attitudes politiques qui m'ont formé, puisque par la suite, bien sûr, j'ai été encore et fidèlement pacifiste et antimilitariste. Et donc, notre petite revue de l'Union pacifiste, qui est quand même associée à l'Internationale des résistants à la guerre, qui a été créée après la Première Guerre mondiale, cette petite revue existe toujours, elle va fêter ses 60 ans. Voilà, et bien je vous remercie pour cette écoute. Merci.